Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. Voilà. Hello there. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à... Hey, c'était pas mal la revanche des sites quand même. Ou plus sérieusement, cette nouvelle analyse de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Et alors comme vous avez pu le comprendre dans cette introduction chiadée, où on passe évidemment nos hommages au regretté Thierry Gélardi, ça a été une immense déception. J'ai voulu un peu reposer mes arguments parce que je savais qu'à la sortie de la séance hier soir, j'étais peut-être encore trop en train de bouillir, j'avais énormément de choses en tête, j'ai voulu le laisser reposer, non pas pour que l'objectivité arrive, puisque le cinéma d'emblée n'est pas objectif, mais au moins pour qu'il y ait un argumentaire et une construction un peu plus intéressante pour vous faire comprendre à quel point j'ai été déçu. Parce qu'en sortant de la séance, j'avais un petit peu l'impression, je sais pas, on l'a tous été au moins une fois, ce jeune chérubin qui arrive devant le sapin de Noël le 24 au soir et qui ouvre son cadeau en mode « Ouais, ma PS4 tout équipée avec caméra et jeux vidéo !» Et puis évidemment, 30 secondes plus tard, il ouvre son truc et il se rend compte que ses parents, aussi sympas soient-ils, lui ont finalement offert évidemment l'encyclopédie complète des huîtres en Seine-et-Marne. C'est à peu près la même chose, et pourtant... Je trouve que c'est intéressant, le paradoxe est intéressant à distinguer. C'est une saga tellement légendaire, on était censé conclure, c'était censé d'autant plus être la conclusion des conclusions. Conclusion d'une trilogie qui aura énormément divisé les fans, et en plus conclusion finale de toute la saga, puisque conclusion finale des Skywalker. Donc l'enjeu déjà était de taille, et c'est là que c'est intéressant. On a eu tellement d'attentes. On a pu voir, moi le premier, énormément de théories, de fanfiction, d'idées qui pouvaient justement mettre en avant des idéologies, des structures narratives, des constructions scénaristiques brillantes pour conclure la saga, qui arrivaient à cet instant précis, c'est un petit peu comme Game of Thrones, on en a vu tellement des choses exceptionnelles qu'on attendait énormément et qu'on arrive devant le fait accompli de voir que je sais pas si le problème vient de Disney, je sais pas si le problème vient de J.J. Abrams et Rian Johnson ou des scénaristes qui ne se sont pas concertés, je ne sais pas s'ils avaient écrit leur scénario au jour le jour ou alors le tout ensemble, je sais pas s'ils savaient où ils voulaient en venir, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette trilogie, c'est évident. Et ça va être remuer un petit peu le couteau dans la plaie, je suis désolé, c'est pour ça que je vais mettre mes attentes totalement de côté. Comme ça au moins ce sera un minimum construit, à défaut d'être uniquement, voilà, bon bah moi j'attendais ça, mais c'est pas bien, on va pas aller là-dessus du tout. On va construire cette analyse. Et pour vous donner, voilà, un récit simple et direct de ce que je pense de cette trilogie, on est passé de la nostalgie, Disney qui essaie de plaire à tous les gens de la trilogie originale en refutant le plus possible la prélogie, à une espèce de feignantologie dans sa construction scénaristique, ou même dans cet épisode 9, malheureusement, je trouve que ce soit la caméra de J.J. Abrams ou même l'histoire en elle-même, surtout le final, c'est d'une feignantise absolue pour s'interpréter comme une Disneyologie, un film pour enfants. Cette trilogie se destine aux enfants, aux plus petits, au tout petit. Elle est faite pour n'avoir aucune prise de risque. On supprime le peu de prise de risque qu'il pouvait y avoir dans les derniers Jedi. Et là, on se rend bien compte qu'il y a un public, clairement, qui est destiné à Star Wars épisode 9. C'est un film fait pour un public en particulier. Et je pense très honnêtement que les fans de Star Wars, les fans de la prélogie, les fans de l'univers étendu, ou même en règle générale, ceux qui attendaient quelque chose de risqué, voire même de peut-être un peu sombre, n'étaient pas du tout le public visé. Donc on va revenir là-dessus évidemment en 3 points, et on va quand même parler, parce que c'est là où il y aura le plus de points positifs, le film n'est pas exempt de quelques points positifs pour autant, par la caméra de J.J. Abrams, puisque Star Wars, avant d'être une saga, c'est aussi là pour le coup un film. Et ça, c'est intéressant, et j'en avais parlé justement dans ma vidéo sur la prélogie. Il y a aussi un terme technique à prendre en compte. Quand on parle de Star Wars, on parle aussi d'une œuvre cinématographique. Et évidemment, là-dessus, son film dispose d'une caméra maîtrisée, d'une réalisation soignée, un peu feignante, encore une fois, parce que je trouve que pour le coup, J.J. Abrams n'apporte rien de grandiloquent. Et c'est un petit peu le souci, si vous voulez, pour moi de cette trilogie, c'est qu'à aucun moment, on aura eu une scène emblématique, marquante. Dans chacune des trilogies, quand on pense à la trilogie originale ou même la prélogie, on a certaines scènes qui nous reviennent à l'esprit. Certaines situations de mise en scène incroyables qui vont allier non seulement effets dramatiques, effets psychologiques, mais aussi réalisation, photographie, mise en scène et cadrage qui nous donnent envie de nous dire, oui, à un moment donné, on est face à un chef-d'œuvre. Sur certaines œuvres, c'était le cas. Et pourtant, J.J. Abrams, c'est quand même le mec qui a grandi avec la science-fiction. Il nous a habitués à la science-fiction avec Lost, il nous a habitués à réaliser des opéras spatiaux qui sont soignés, notamment les Star Trek, il a produit Cloverfield, il a produit Super 8, il a ce côté un petit peu héritier à la Spielberg qui pouvait être pertinent pour arriver à ce genre de blockbuster, et j'ai trouvé ce Star Wars, l'ascension de Skywalker, malgré quelques situations intéressantes que je vais citer maintenant,
plutôt fade. Encore une fois, sans réelle prise de risque, cette fois-ci artistique, et qui s'appuie déjà finalement sur ce qu'on avait déjà, la photographie. Et c'est vrai qu'il y a quelques volontés artistiques en termes de mise en scène qui sont assez intéressantes dans le 9e, notamment une scène où on va retrouver le Faucon Millenium faire des sauts dans l'hyperespace pour échapper à des forces du premier ordre. Donc on va rebondir de situation en situation, d'environnement en environnement, de planète en planète, et là c'est vrai que oui, on a des situations pertinentes en termes de mise en scène. Je voudrais saluer aussi, et ça je le dis déjà depuis le réveil de la Force, mais c'est une des grandes forces pour moi de Star Wars, l'effort au niveau des animatronics, au niveau du maquillage et en termes vraiment d'esthétique extrêmement léchée, extrêmement soignée, qui vont apporter à chaque personnage. On a une scène qu'on voit dans la bande-annonce où nos héros vont se retrouver dans une sorte de Burning Man géant, c'est-à-dire un festival en plein milieu du désert. Ça grouille d'une multitude d'extraterrestres, d'une multitude d'aliens qu'on n'a jamais vus. Il y a encore une fois un réel effort pour nous montrer de nouveaux droïdes, de nouveaux environnements, de nouvelles créatures. Mais là où justement, ce serait beaucoup plus simple de les faire en effet visuel ou alors en CG, c'est en termes purement nostalgiques, mais alors dans le bon sens du terme, un retour, si vous voulez, à cette trilogie originale qui réussissait à nous mettre des maquillages superbes, qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait palper. Enfin, je mets un peu ça dans la même idée, par exemple, de Jurassic World Fallen Kingdom, qui avait réussi à reprendre beaucoup plus d'animatronics pour revenir à cette époque de Jurassic Park, où là, oui, effectivement, on avait l'impression qu'on pouvait toucher les choses, qu'on avait affaire à un environnement vivant, un environnement réaliste. Star Wars l'a toujours fait. Même dans Rogue One, même dans Solo, ce 9e épisode n'échappe pas à la règle et ça va grouiller encore plus de vie. Ça, c'est une marque de fabrique à la Star Wars, mais je suis très content qu'on l'ait retrouvé dans ce 9e épisode. Comme je l'ai dit, on retrouvera aussi quelques environnements qui donnent des scènes intéressantes. Ce sont des scènes qu'on avait vues dans la bande-annonce, notamment où Rey va se retrouver dans un univers complètement isolé, où on a une impression de grandeur, presque une impression de huis clos en extérieur, sans aucune issue, sans aucune échappatoire hormis le désert, où elle va se retrouver sans musique. J'y reviendrai après dans les côtés positifs. Il n'y a aucune musicalité là-dessus, on entend seulement le souffle du vent mêlé justement à cet environnement désertique où Rey va se concentrer et voir arriver le vaisseau de Kylo Ren. On joue constamment avec les environnements dans lesquels sont les personnages sans musicalité ambiante. C'est exactement la même chose quand on arrive sur l'une des lunes d'Endor et qu'on retrouve les vestiges de l'étoile de la mort. Il n'y aura aucune musicalité, on aura un combat au sabre laser entre Rey et Kylo Ren où les coups sont véritablement portés pour tuer, pour faire mal. Là on n'est plus dans de la chorégraphie des combats, on est vraiment sur un combat incisif et tranchant. C'est un parti pris, c'est intéressant, ça a toujours été le cas dans cette nouvelle trilogie, notamment avec le design même justement du sabre laser de Kylo Ren qui est beaucoup plus dur avec un son beaucoup plus strident et cet univers qui porte véritablement le spectateur et on suffoque avec eux, où on a l'impression que toutes ces vagues environnantes sont partie intégrante du récit. Là oui c'est intéressant. Le seul problème c'est que cette esthétique là, cette technique, c'est à peu près les seules choses qui m'ont moi plu dans ce métrage. Où est John Williams? Parce que oui, sur certaines situations, ça peut être intéressant d'avoir aucune musicalité, mais John Williams n'a aucune partition. Alors là, c'est carrément le problème de la trilogie. Hormis le thème de Rey et le thème de Kylo Ren, qui sont réutilisés dans l'épisode 9, John Williams n'aura quasiment aucune composition marquante. Mention spéciale à cet épisode où la musique est quasiment invisible et quand elle est présente, c'est pour rappeler de manière grandiloquente des thèmes qu'on connaissait déjà. John Williams n'a pratiquement rien fait dans ce film-là. Enfin, c'est quand même lui qui est responsable de toutes les musiques les plus emblématiques, de toutes les sagas les plus emblématiques de l'histoire. Me dire que j'arrive sur une conclusion où à un moment donné, je ne reconnais pas, je ne découvre pas et je n'entends presque pas la pertinence de la compo de John Williams, il y a un problème. Et c'est un peu les seuls attraits positifs, si vous voulez, de ce film. J'ai déjà fait le tour, c'est l'aspect esthétique et la caméra de J.J. Abrams. Oui, effectivement, sa caméra, elle est soignée, mais elle est feignante parce que moi, de cette nouvelle trilogie, je n'aurai aucune scène qui m'aura véritablement marqué. À la rigueur, éventuellement, le face-à-face qui n'en est pas un, entre Kylo Ren et Luke Skywalker, mais c'est même pas la scène qui est importante, c'est tous les événements et c'est tout l'esthétique qu'il peut y avoir autour. Et dans ce Star Wars 9, on est sur une conclusion de trilogie qui n'a aucune scène marquante. Et c'est là que je veux en venir sur les détails pour moi qui me posent problème, encore une fois sans spoil. On est sur des discours interminables d'amitié, de famille. C'est pas la famille qu'on a, c'est la famille qu'on choisit. C'est vraiment la force de l'amitié à outrance, la résistance, c'est l'amitié. Et on sent que les propos du film, les cadrages, la mise en scène, même la structure narrative et l'humour qui est mis au sein du métrage, on sent véritablement qu'il n'y a aucune prise de risque parce qu'on vise un public d'enfants. On vise un public extrêmement jeune parce que c'est Disney. Je suis désolé du peu, je veux pas encore rejeter la faute sur Disney. La fin de Rogue One, alors qu'on le savait déjà puisque l'univers étendu de toute façon nous avait déjà dit ce qu'il allait se passer pour cet escadron de la mort qui allait se sacrifier sur Scarif pour pouvoir donner les plans de l'étoile noire. On le savait déjà et de tout ce qu'a fait Disney,
c'est Rogue One qui nous a mis le plus de frissons, et c'est Rogue One qui nous a mis le plus d'intensité dramatique quand on les voit tous mourir les uns après les autres en une trilogie originale. On a la mort d'Han Solo, on a la mort de Luke Skywalker, on a la mort d'autres personnages dans ce 9e épisode. À aucun moment, ça est au niveau. Et c'est assez révélateur de certaines choses. Je pense par exemple au fait que les Chevaliers de Rennes, c'était quelque chose qu'on attendait de voir depuis vraiment très très longtemps. C'était devenu un petit peu comme certains personnages secondaires, des icônes pour certains fans qui voulaient absolument les retrouver. Les Chevaliers de Rennes. Si tu ne sais pas qui c'est, tu n'as aucune idée de qui ils sont dans ce film-là, parce que la seule chose qui va nous présenter ces mecs-là, c'est deux Stormtroopers dans un vaisseau qui vont discuter en mode « Regarde là-bas, avec Kylo Ren, ce sont les Chevaliers de Rennes, apparemment ils sont vachement forts, c'est tout, c'est tout. » C'est la seule manière dont on va présenter les Chevaliers de Rennes. Si en soi, à un moment donné, tu ne t'es pas un peu renseigné sur l'idéologie du truc, tu ne sais pas qui sont les Chevaliers de Rennes. C'est très compliqué de se dire que ces mecs-là qu'on attendait depuis tellement de temps ont si peu d'impact au sein du film. Et c'est là où, pour moi, je pense que J.J. Abrams a complètement loupé sa caméra. Alors en reste un film en plus complètement téléphoné, c'est-à-dire que tout est attendu, toutes les constructions, toute la dualité du côté obscur, que ça concernerait ou que ça concerne Kylo Ren ou même tout ce qui navigue autour d'eux, je trouve qu'à un moment donné c'était le plus pertinent, moi, cet attrait du côté obscur. Là on n'a rien. Mais véritablement, on n'a rien. Ça, c'était pour la partie sans spoil. On va passer maintenant à la partie avec spoiler. Donc comme ça, au moins, vous avez une idée. C'est une grosse déception. C'est un film que je peux pas critiquer sans spoiler. Donc forcément, on va arriver dans la première partie sans spoiler, avec évidemment cette non-réussite absolue. Les morts parlent. On a eu un message de vengeance de la part de l'empereur Palpatine. Quoi? Alors attendez, l'empereur est de retour. D'accord, on l'a vu dans les bandes annonces, d'accord. Il est vivant. Bon déjà, ok, bon on y reviendra ensuite. Vous nous le mettez dans le bandeau d'introduction? À aucun moment donné, vous vous êtes dit, tiens, on va peut-être construire son retour, on va essayer d'analyser son retour. Vous aviez le 7 et le 8e potentiellement, c'est là aussi que pour moi, les mecs ne se sont pas du tout concertés. On nous le dit dès le bandeau, il n'y a pas de construction scénaristique, il n'y a pas de retour, on se met pas à la fin du 8e en mode, tiens, on va peut-être te le teaser. Ne serait-ce que construire ça scénaristiquement, c'est du travail d'écriture, non. Tiens, prends. On l'a montré en bande-annonce, on te le met dès le bandeau, scène d'introduction avec Kylo Ren, hop, et allez, merci, au revoir. Rey est la petite fille de Palpatine. Ça, c'est une manière de rattraper Rian Johnson. Tiens, tes parents c'était des moins que rien, et bah écoute, maintenant on va te dire que non, t'es la petite fille de Palpatine. Donc on rattrape un peu les erreurs de Rian Johnson. C'est con, parce que Rian Johnson, une des grosses prises de risque qu'il avait et que j'avais apprécié, c'était justement cette dernière scène où un enfant va prendre un bâton avec la force et on se rend compte que la force est partout. Pourquoi forcément faut que Rey ce soit la petite fille de Palpatine? Alors ça explique des trucs, hein. Jusque maintenant, c'était une chevalier Jedi, j'avais l'impression que c'était Superman. Je vois d'où elle tient cette force herculéenne, notamment face à Kylo Ren, qui perd encore un combat contre Rey sur les vestiges de l'étoile noire. Est-ce que vous vouliez pas à un moment donné faire en sorte que justement ce soit une no-name? Est-ce que c'était pas plus intéressant? Non, il fallait revenir sur Palpatine, il fallait revenir sur un truc feignant où on a encore le même méchant que dans la prélogie, la trilogie, qui va dire à Rey, écoute, il faut que tu me terrasses pour prendre le contrôle à ma place, de la même manière qu'il l'avait dit à Luke dans le 6e, qui va lui montrer la résistance dans le ciel, se faire détruire par la flotte pour qu'elle plonge du côté obscur, comme il l'avait fait sur Luke, à tel point que ça va loin, ça va extrêmement loin, puisqu'au moment où le film se termine, on a quand même cette sensation de se dire, on retrouve Bespin, Endor, les Ewoks, le coucher de soleil des deux lunes, mais si tu veux Disney, je me dessape et tu me fais une fellation encore plus goulue directement. C'est un fanservice incroyable qu'on a déjà vu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est la même chose que dans Star Wars épisode 6. C'est plus la nostalgie ni la Disneyologie, c'est de la feignantologie. De reprendre Palpatine, c'est déjà feignant. De faire en sorte qu'il soit vivant, c'est cracher sur la prélogie, sur Anakin, sur Vador, qui s'était sacrifié pour se débarrasser de l'empereur. On vient de se rendre compte que comme cette trilogie-là n'avait pas d'idée, on crache sur Dark Vador et sur Anakin en plus, c'est scandaleux ce qui vient de se passer. Cette construction-là, le retour de Palpatine, qui en plus honnêtement ne nous livre aucun combat pertinent, mais où sont les combats au sabre laser? En une trilogie de films, où sont les combats emblématiques? On en a 3,5 en tout et pour tout. Hormis sur les vestiges de l'étoile de la mort, on n'a pratiquement rien. Les gars, vous êtes sur une conclusion, voire la conclusion des conclusions. Et ça m'a vraiment perdu. D'avoir le sentiment de n'avoir assisté finalement qu'à un film qui raccroche, si vous voulez, avec énormément de difficultés, tout ce que le 7 et le 8 avaient essayé de faire pour arriver sur les deux lunes de Tatooine. Bon, c'était déjà ce qu'on avait eu dans la prélogie, quoi. Alors oui, ça a du sens d'arriver sur Tatooine parce que tout part de Tatooine, héritage des Skywalker, etc. Mais vous auriez pas pu trouver autre chose. Il y a aucune prise de risque là-dedans. Rey qui est une Palpatine et qui va résister au côté obscur et Kylo Ren qui va finir par en mourir. C'est le scénario abscon absolu. C'est là où je vous dis que je mets mes attentes de côté. C'est que moi,
moi je voulais que Kylo Ren bascule du côté clair, parce que pour moi c'était la meilleure évolution possible, et que j'adorais cette dualité d'enfant terrible qui était beaucoup plus attiré vers le bien, alors que c'est beaucoup plus dur d'être quelqu'un de bien, que vers le côté obscur, qui est normalement beaucoup plus séduisant. Moi j'avais apprécié cette option-là. Putain, pour ce qu'ils en ont fait, excusez-moi, mais non. Pourtant, dans certaines thématiques, je recolle les morceaux et j'essaie de faire comprendre les conneries de Rian Johnson. On avait vu Leia léviter dans l'espace avec la Force, ça avait fait râler. On comprend maintenant que Leia avait appris l'art de la Force, avait appris à utiliser un sabre laser, et que c'était devenu potentiellement une chevalier Jedi, elle aussi. Donc ça, pour moi, c'était des constructions qui auraient pu être pertinentes. Mais quand bien même, l'ordre Jedi de Luke, j'aurais aimé beaucoup plus le voir. En fait, moi, ce qui me saoule, c'est de me dire, c'est fini. Les trois quarts des questions que je me posais sur les chevaliers de Ren, l'héritage de Kylo Ren, l'ordre Jedi de Luke Skywalker, qu'est-ce qui a bien pu se passer, l'entraînement de Leia, tout ça on le verra jamais. Et tout ça, ça a été laissé passer sous silence, mais pour nous proposer des choses qui sont complètement vides de sens. Rose, qui était arrivée dans le 8ème et qui avait fait parler comme étant l'un des personnages les plus moisis de l'histoire, ça valait le coup de nous la mettre dans le 8ème pour ce qu'ils en ont fait dans le 9. On doit la voir en tout 4 minutes. Je suis désolé, mais le général Hux, je me souviens d'une scène, alors si pour le coup ça c'était une scène intéressante, qui rappelait un peu le nazisme, etc. et qui était justement un bel hommage à ce qu'avait voulu faire George Lucas dans Un Nouvel Espoir et ensuite dans l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi. Le général Hux qui va s'adresser à tous les Stormtroopers avec un regard empli de haine vraiment, et puis avec un espèce de salut comme ça où t'as l'impression limite de voir le salut nazi. Ça, c'était une scène qui avait de la profondeur. Le général Hux, ils en ont fait un espion, et une fois qu'on sait que c'est un espion, il meurt dans les 2 minutes. Et c'est vraiment, je ne sais pas quoi faire de ce mec-là. Tiens, prends, c'est un espion, prends. Et moi, ça me fait prendre conscience de certaines choses, malheureusement, mais le potentiel extrêmement gâché d'un personnage comme Finn. Finn, pour moi, il aurait dû limite avoir un film pour lui tout seul. Pourquoi? Parce que c'est un déserteur Stormtrooper, et là, on va en rencontrer d'autres. C'est pour moi un vivier d'histoire, un vivier de recherche. Imaginez simplement si on avait eu un film en règle générale, violent, incisif, peut-être même un peu gore, à l'origine même de justement quelqu'un avec John Boyega, pourquoi pas, qui commence son statut de Stormtrooper, qui va voir les horreurs des Stormtroopers, où tu te dis voilà, on est avec des Stormtroopers qui à un moment donné disent non. Là, ça aurait eu un impact. Quand je vois ce qu'on a fait de Finn, je me dis mais putain, mais quel gâchis quoi. Qui va trouver d'autres déserteurs dans le 9ème et où on ne les étudie pas, où la seule chose dont je me rappelle moi de cette déserteuse, c'est le regard libidineux qu'elle va avoir à la fin avec Lando Calrissian. Lando, franchement, mais tu mets n'importe quel autre personnage à sa place, ça revient exactement au même parce qu'il est complètement inutile. C'est juste du fan service. On est là pour te dire regarde, nostalgie, tiens regarde, prends. Et quand on va chercher plus loin, les voix. Alors les voix, j'ai une question à vous poser. Les voix pour moi c'est ce qui me met le plus les nerfs, c'est-à-dire que c'est Kylo Ren qui aurait dû les entendre. Si Rey avait basculé du côté obscur, Kylo Ren, lui, aurait pu prendre le chemin scénaristique de Rey, ou même Ben Skywalker ou Ben Solo, tout ce que vous voulez, mais le vrai héritage des Skywalker, il était là. Imaginez un peu le fait que lui, qui est voué un culte à son grand-père Dark Vador, ce soit Anakin qui lui dise à un moment donné arrête tes conneries, je sais ce que ça fait, mais moi aussi je suis passé du côté clair, tu peux résister, tu peux y arriver. C'était brillant de faire ça parce que vu l'héritage qu'il a vis-à-vis de son père et aussi justement l'héritage qu'il peut avoir vis-à-vis de Dark Vador, c'était à lui d'entendre ça. C'est un festival d'incohérences ce film là de toute façon. Jusqu'au fait que maintenant Rey ce soit un être de lumière et qu'on va se dire oh putain génial, regardez Rey l'être de lumière qui va réussir à redonner de la vie. Et éventuellement, d'accord, ok, très bien, éventuellement Rey, petite fille de Palpatine, Palpatine Dark Plagueis créer la vie, etc. Peut-être que c'est un héritage, peut-être que c'est une force. Oubliant le fait qu'on n'a pas une scène marquante à la fin. J'aurais aimé par exemple, quitte à choisir un combat Kylo Ren versus Dark Sidious qui aurait récupéré son sabre, je sais pas. Duel of the Fates, ramenez-moi Duel of the Fates. Bon là non, y a rien. Passe encore. Mais Rey qui peut rendre la vie, c'est un être de lumière. Et Kylo Ren qui va littéralement donner la vie pour se sacrifier pour Rey, c'est ça la force maintenant, les Jedi ils savent faire ça. Je suis pas connaisseur à fond de l'univers étendu, et j'ai jamais vu ça moi dans un film, hein, qu'on est capable de donner sa vie. Peut-être qu'ils peuvent pas se la donner à eux-mêmes, mais carrément redonner la vie à quelqu'un, ta gueule c'est magique. Ah non, moi je ferme pas ma gueule, je le dis, et dans les commentaires ci-dessous 7 fois, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Je trouve vraiment que cette conclusion n'est pas au niveau, et quelle descente aux enfers de Kylo Ren, quelle descente aux enfers d'un personnage qui n'aura jamais gagné un combat. Il y avait juste Adam Driver, regardez le regard d'Adam Driver, le jeu d'Adam Driver. Vous avez un mec comme ça, vous avez 1000 possibilités pour en faire un personnage qui aurait pu rétablir lui l'équilibre, qui aurait pu être l'héritier, cette ascension de Skywalker, et vous mettez Rey. On va se retrouver tout de suite. Alors attention, c'est Noël, on va repartir sur une période un petit peu plus agréable. Oui, comme vous l'avez vu dans le titre, il y a une ouverture de Woodbox, donc cette vidéo a un tout petit partenariat, mais je comptais le mettre après la vidéo pour que ceux qui veulent voir la critique voient la critique et qui se disent pas voilà c'est juste une opération commerciale, et qui se disent pas je suis obligé de regarder cet unboxing avant d'avoir la critique. Je suis très content de faire cette
cet unboxing. C'est la période des fêtes, on va retrouver le sourire. Cet unboxing a été tourné avant la sortie de Star Wars épisode 9, je tiens à le signaler parce qu'à l'époque j'étais en joie. Donc c'est vachement cool pour moi de vous présenter ça. Donc on se retrouve pour tous ceux qui le veulent évidemment pour une partie unboxing juste après. Pour tous les autres, n'hésitez pas à me donner votre point de vue sur ce film et quelle déception. Vraiment, bon bah là je bouge pas puisqu'on se retrouve dans un unboxing dans 30 secondes, mais le cœur il y est. De retour maintenant pour cette deuxième partie de vidéo. Oui, on est posé, oui, on est assis, voilà. Une autre vision de mon décor, une vision saillante, une vision plus intimiste, on adore ça. Une deuxième partie, comme son nom l'indique, consacrée à l'ouverture, à l'unboxing, c'est le premier unboxing de la chaîne d'ailleurs, d'une Woodbox qui sera la première partie. La deuxième partie arrivera pendant la critique du Mandalorian, ce sera pareil en fin de vidéo, on se fera ça assez tranquillement. Et cette fois, évidemment, critique de Star Wars 9 oblige, on ouvre une box Star Wars. Le produit est là, il est fin prêt, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, on va le découvrir ensemble. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ici ce sera des produits exclusifs à la licence Star Wars, à l'honneur justement de la sortie de l'ascension de Skywalker. Et je suis assez content de faire ça avec vous aujourd'hui, puisque période de Noël oblige, évidemment, ça peut être une idée cadeau géniale pour les fêtes, à savoir que les Woodbox, et ça à mon avis vous le savez aussi, en plus d'être sous licence officielle, le produit n'est qu'à 39 € au lieu de 70 € de produit à l'intérieur. Et attention, parce que chez la Artworks Enterprise on fait les choses bien, au lieu de payer 39,99 avec le code VALU7, vous aurez 7 € de remise, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a appelé le code VALU7, je vais me renseigner, qui vous permettra d'avoir cette box un petit peu moins chère, c'est plutôt cool, et d'ailleurs c'est sans abonnement, c'est un achat unique, je dis que pour les fêtes c'est plutôt pas mal. On va maintenant ouvrir ça tout de suite, j'ai le regard fixé sur vous, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, on va la faire un petit peu en mode motus, espérons ne pas toucher la boule noire, ça doit être très gênant pour vous de me regarder, vous regarder comme ça doit être génial, et en tout cas, ça m'a l'air d'être une casquette, à proprement parler, et c'est évidemment, on le savait, alors on le savait, on avait senti le produit, on avait ressenti la force, la casquette Star Wars, qui ne manque pas d'une certaine allure, qui ne manque pas d'une certaine noblesse. Je n'ai pas une tête de casquette, donc par souci évidemment du détail, je ne la mettrai pas, et on le sentait venir. Ça, c'est, tu vois, c'est comme le doublé de Zidane en Coupe du Monde, quand on a senti cette main arriver dans la box, on savait que casquette il y aurait. Passons à la suite, et j'adore faire ça. Alors je vous dis, là je fouille, alors qu'il y a que 2-3 objets, mais c'est vraiment par principe de vous mettre la musique de la boule noire. Et c'est donc un mug impérial, le mug de l'Empire, pas mal non plus, vraiment assez saillant, d'ailleurs il est sur les deux côtés, un mug où vous pouvez mettre du café, du jus d'orange, du jus de goyave, du jus de betterave. Si vous aimez le jus de betterave c'est important, on aime la santé, on aime s'entretenir, manger évidemment 5 fruits et légumes par jour avec votre tasse Empire Star Wars. Vraiment, si on n'avait pas vendu jusque maintenant un jus de goyave avec un produit sous licence de Star Wars, je pense que maintenant c'est fait, ça ne manque pas d'une certaine allure. On passe à la suite, normalement il reste encore 2 objets à découvrir dans cette box, et alors on va commencer par ça tout de suite. Je regarde mon poster des Gardiens de la Galaxie que vous ne voyez pas, histoire de ne pas me laisser zéler. Alors c'est une pop, ça c'est évident, j'en ai acheté suffisamment dans ma vie pour le savoir. Laquelle est-ce ? Ok, je suis bien. Ça, on aime. Alors ça, oui. Alors moi, vous savez que j'aime beaucoup les pop. Elle est vraiment belle. Honnêtement, moi, j'aime beaucoup le design des pop. Alors je sais que certains n'aiment pas. Mais alors, je peux vous dire que celle-là ne manque pas d'une certaine allure. Honnêtement, on est sur un très beau produit, une très belle pop de Kylo Ren, donc qui est en tant que suprême leader avec son sabre atypique. Non, vraiment elle est très belle. J'en avais déjà une, pour être honnête avec vous, de pop Kylo Ren, et celle-là est largement au-dessus. Et le dernier produit, normalement, c'est un t-shirt. Alors on va regarder, puisqu'on sait que c'est un t-shirt, on va voir c'est lequel. Il est là, attention, roulement de tambour, suspense extraordinaire, il commence à me plaire. Ah, je dois bien reconnaître qu'il est pas mal. Alors il va prendre tout l'écran pendant quelques secondes, vous ne me verrez plus. Alors oui, on est directement dans ce que j'appellerais la trilogie originelle, avec un t-shirt de l'Empire qui est plutôt sympa. À savoir que ce qui est cool d'ailleurs avec les Woodbox par rapport à ce t-shirt, c'est qu'il me semble que vous pouvez choisir les tailles. Moi j'ai choisi de la taille S, évidemment. Pourquoi ? Parce que je fais 1m90, je vais à la salle, et comme je n'ai aucun résultat, je porte bien sûr plus petit pour que ça se voit. Vu la vitesse où ça va de toute façon mes entraînements, je vais bientôt essayer de porter du 12 ans. Elle fuit et se cache, il ne fait que ça. C'est un lâche. Voilà donc pour cet unboxing, on a mis le t-shirt, attention, on a du budget chez Valou Artworks, on a tous les éléments qui sont là. Encore une fois, dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas évidemment à me donner votre point de vue, qu'est-ce que vous pensez de ces figurines. Vous aurez dans la description évidemment le lien pour vous les procurer si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me redire évidemment ce que vous avez pensé de Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je suis assis, je peux pas aller à droite à gauche, alors je vous laisse comme ça. À la prochaine. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, t'es dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Parce qu'il toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.